Oui, alors bonjour. Donc, merci tout d'abord à Michel Dévoré pour l'invitation à venir présenter nos travaux ici. Donc, je vais parler de systèmes optomécaniques donc directement ancrés sur le sujet du cours de Michel de cette année. Donc, des systèmes où un résonateur mécanique est couplé à un champ électromagnétique dans le domaine optique. Et je vais vous parler en tant qu'expérimentateur de différents systèmes optomécaniques sur lesquels nous avons travaillé et nous travaillons encore aujourd'hui à différentes échelles de taille, en allant de l'échelle micronique à l'échelle nanométrique sur laquelle nous nous focalisons aujourd'hui. Donc, dans la deuxième partie de l'exposé, je parlerai pas mal de travaux que nous réalisons actuellement au laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques. C'est un laboratoire de l'Université Paris Diderot et du CNRS, dans un travail que nous effectuons en collaboration proche avec le LPN. Puis aussi, j'évoquerai des travaux menés en collaboration avec l'Université de Munich. Donc je pense qu'il y a une première partie introductive dans ce séminaire pour essayer de donner, disons, mon point de vue sur les notions qui sont abordées dans le cours de physique mésoscopique cette année. Donc je pense que c'est intéressant de revoir tout d'abord le contexte historique dans lequel le couplage entre l'optique et la mécanique a été regardé en premier lieu. Et ce contexte, c'est celui du développement de détecteurs d'ondes gravitationnelles optiques fondés sur un principe d'interférométrie Michelson. Donc, les ondes gravitationnelles, donc prédites par la théorie de la relativité générale, lorsqu'elles arrivent sur Terre, doivent donner lieu à un changement de métrique locale. Vous savez qu'il y a plusieurs programmes internationaux qui visent à mesurer ces changements locaux de métrique à l'aide d'interféromètres de Michelson géants, comme celui que nous voyons sur la photo de droite ici, qui est par exemple une réalisation franco-italienne, donc l'interféromètre LIGO, construit dans les environs de Pise. Ce que cherche à faire cet interféromètre, c'est à mesurer finalement un changement, un déplacement sur les bras de cet interféromètre, qui est un déplacement résultant, disons, dans le point de vue de l'expérimentateur local, de ce changement de métrique produit par les ondes gravitationnelles. Ces effets d'ondes gravitationnelles sont extrêmement petits, et donc en pratique, ces interféromètres optiques géants, avec des bras kilométriques, cherchent à atteindre des sensibilités de déplacement de l'ordre de 10 puissance moins 20 mètres par racine de Hertz. Donc ça, c'est un bruit de déplacement que cherchent à atteindre ces interféromètres, et ils sont à peu près dans cette gamme-là aujourd'hui. Et donc vous voyez que c'est quelque chose de très petit, si vous voulez, de manière relative, ça correspond à être capable de mesurer, disons, la taille plus ou moins d'un atome en comparaison de la distance Terre-Soleil. Donc c'est vraiment une sensibilité extrême, et donc c'est posé la question de savoir si c'était même faisable en principe de mesurer quelque chose d'aussi petit en termes de déplacement. Et donc quelle est la limite la plus fondamentale sur laquelle on peut buter? Et là encore, c'est très lié avec le cours de physique mésoscopique de cette année et de l'année dernière. C'est la relation d'incertitude de Heisenberg, donc, qui stipule qu'il y a une relation entre l'incertitude sur la position et l'incertitude sur la quantité de mouvement d'un objet dont on chercherait à mesurer le déplacement. Donc, si on cherche à mesurer par exemple le déplacement d'une particule, si on cherche à le faire avec une trop grande précision, par exemple en imposant un delta x ici extrêmement petit, on voit de par ce principe que ça va avoir un effet sur l'incertitude sur la quantité de mouvement de la particule, donc delta p va devenir un petit peu plus grand qu'il ne l'était à l'instant immédiatement précédant la mesure. Ça veut dire que suite à la mesure, il va y avoir un étalement finalement de la fonction d'onde de la particule dont on cherche à mesurer la position. Et donc, en cherchant à mesurer précisément la position de la particule, on va finalement rétroagir par la mesure même sur la position de cette particule. C'est une rétroaction purement quantique due à la mesure. Et donc, lorsqu'on cherche à mesurer la position d'une particule, on voit qu'il faut le faire avec un certain équilibre. Il ne faut pas être trop gourmand dans la précision qu'on cherche à obtenir sur la position de la particule. Sinon, au sein d'une mesure continue de position comme celle-ci, eh bien, on va finir par perturber plus la mesure qu'on ne l'aurait désiré. Et cette manière équilibrée, si vous voulez, de mesurer la position d'une particule sans trop rétroagir sur cette position, eh bien, ça mène à la notion de limite quantique standard qui a été discutée dans le cours de Michel. Et je vous invite à lire ce papier qui est assez connu dans le domaine, qui est une interprétation dans un langage d'optique quantique moderne de ce principe de la limite quantique standard dans la question, en fait, de la mesure interférométrique de déplacement. Une très bonne introduction à ces notions peut être également trouvée dans le livre de Braginski et Khalili sur la mesure quantique, qui discute ça dans le contexte très équivalent à celui que j'ai évoqué ici du microscope de Heisenberg. Alors ça, ce sont des effets purement quantiques, donc de rétroaction de la mesure, mais en fait, avant même d'en arriver là, il existe des effets classiques dans ces systèmes où un champ électromagnétique va chercher à mesurer la position d'un objet, par exemple. Ces effets sont dus au fait que lorsqu'on injecte un grand nombre de photons dans ces interféromètres optiques, eh bien, ces photons vont être capables d'exercer une action mécanique sur la position des miroirs qui sont en bout des bras de l'interféromètre. Si on injecte beaucoup de photons,
ils vont commencer à pousser sur les miroirs d'une certaine manière et mener à des instabilités mécaniques de ces interféromètres qui sont évidemment complètement délétères pour la mesure d'ondes gravitationnelles. Et donc dans ce contexte-là, ça a été conçu comme des effets plutôt négatifs de couplage entre optique et mécanique. Je vais vous montrer dans la suite de l'exposé évidemment que ça a mené ces dernières années à plein de développements qui au contraire sont très bénéfiques et très intéressants. Donc c'est vraiment dans ce contexte, ici je mentionne à l'aide d'une photographie vraiment le travail pionnier qui a été réalisé par l'équipe de Vladimir Braginsky à cette époque, dans ce contexte de l'étude de principe théorique de ces grands détecteurs optiques pour les ondes gravitationnelles. Alors à l'échelle du laboratoire, échelle de taille un peu plus petite, une première expérience avait été réalisée au début des années 80 dans l'équipe de Walter à Munich. Il s'agissait d'une version un petit peu réduite en taille de ces effets optomécaniques. Donc, ils avaient fabriqué une cavité Fabry-Perot avec un premier miroir rigide et un miroir arrière suspendu à un filin, donc capable de se déplacer. Puis injecter de la lumière dans cette cavité Fabry-Perot et regarder la puissance optique qui sort de cette cavité Fabry-Perot en fonction de la puissance incidente. Et si on regarde le comportement de ce système, vous voyez que tout d'abord, lorsqu'on augmente la puissance incidente, on a une évolution linéaire de la puissance sortante de la cavité. Donc ça, c'est un régime linéaire assez naturel à comprendre. Par contre, vous voyez ici qu'il y a tout d'un coup un saut et que le système va sauter sur un autre état stable, métastable en l'occurrence. Et puis si on réduit la puissance incidente, vous voyez qu'on va avoir une certaine inertie avant de sortir de cet état stable ici, ce qui va donner lieu à cette hystérésis avant de ressauter sur le point de fonctionnement précédent. Donc cette bistabilité, elle est typique des interactions, disons, non linéaires. Dans le cours a été évoqué le fait que l'interaction optomécanique est non linéaire. Ça, c'en est une signature, cette bistabilité qui est très équivalente, pour ceux qui connaissent ça, aux bistabilités dues aux effets Kerr optiques dans les cavités laser, par exemple. Cette instabilité avait été observée à l'époque pour une puissance incidente de l'ordre de quelques watts. Alors, il y a eu quelques travaux pendant la période qui a suivi, mais finalement relativement isolés. 20 ans après exactement, dans l'équipe de Raled Karaï à l'Université de Munich, une expérience un peu similaire a été réalisée avec deux leviers AFM montés tête bêche comme on voit ici, qui ont été recouverts d'or pour en faire des petits miroirs. Et donc on a ici une cavité Fabry-Perot minuscule constituée de deux miroirs mobiles de taille micrométrique. Et la même expérience réalisée montre le même phénomène d'hystérésis, vous voyez, en fonction de la puissance incidente. Donc il y a la même interaction non linéaire optomécanique qui est en train de se produire ici. Comment on peut l'envisager? C'est tout simplement qu'à mesure qu'on injecte plus de photons dans la cavité, eh bien, ces photons, si vous voulez, poussent sur le miroir ici et vont ramener ce miroir proche d'une position de résonance de la cavité Fabry-Perot. Et donc lorsque le miroir se rapproche proche de cette position, eh bien, le nombre de photons augmente à nouveau dans la cavité. Donc il y a une sorte de mécanisme d'emballement qui donne lieu à ce saut ici ou à ce saut ici. Donc on a exactement le même mécanisme à gauche et à droite. Ce qui est important de noter, c'est les échelles de puissance optique qui sont maintenant plus les mêmes. Ici, ce mécanisme de bistabilité est observé pour le milliwatt au lieu du watt ici. Et ça, c'est dû vraiment au fait qu'on a réduit la taille du système mécanique et donc sa masse inertielle. Et donc il est beaucoup plus sensible à des effets mécaniques induits par la lumière. Et c'est un message que je vais répéter plusieurs fois dans la présentation, c'est qu'en allant vers des systèmes mécaniques de plus petite taille, on est capable de plus facilement les piloter, les contrôler par le biais des forces optiques. Alors à peu près au même moment, il y avait un engouement qui s'est créé aussi sur le fait d'observer les effets quantiques dans les résonateurs mécaniques. Donc là, on en a beaucoup entendu parler dans le cours cette année. Donc vous savez que l'oscillateur mécanique, disons une masse sur un ressort dans le cadre de la physique classique et dans la limite des petits déplacements, se représente assez bien par l'oscillateur harmonique, qui peut adopter donc, des quantités d'énergie mécanique absolument continues, de valeur continue. Et la physique quantique, évidemment, traite également le problème de l'oscillateur harmonique, avec une différence de taille, c'est bien sûr la quantification de l'énergie, qui dit que cette fois, cet oscillateur harmonique quantique ne peut adopter que des états d'énergie discrets, avec cette formule bien connue. L'énergie est égale au nombre de quanta dans l'oscillateur plus 1,5 fois l'énergie du quantum fondamental d'excitation mécanique dans ce cas-là. Donc l'état fondamental de ce système, c'est bien sûr n égale 0, dans lequel l'énergie n'est pas nulle, mais on a cette fameuse énergie de fluctuation du vide, fluctuation de 0.0, 1,5 de h bar oméga m. Donc oméga m ici est la pulsation mécanique. Et si on met quelques chiffres sur ces relations-là, par le biais d'une relation du type équipartition de l'énergie, disons, ce 1,5 de h bar oméga m doit donner lieu à des fluctuations de position de cet oscillateur mécanique maintenant quantique,
Et ces fluctuations de position sont extrêmement faibles. J'ai mis des chiffres un peu typiques ici. On voit des fluctuations de position par racine de Hertz de l'ordre de 10-16 mètres par racine de Hertz. Donc c'est quelque chose d'extrêmement petit. Il faut une grande sensibilité de mesure en tant qu'expérimentateur pour aller voir ces choses-là, mais vous voyez que les chiffres que je vous ai indiqués précédemment dans le cadre de la détection interférométrique, par exemple des ondes gravitationnelles, sont largement suffisamment bons pour espérer aller voir ce genre de phénomène. Donc, pour voir ces effets quantiques dans les oscillateurs mécaniques, l'effet de ces fluctuations quantiques, il faut être capable de détecter ce mouvement quantique. Donc ça, c'est une première difficulté, et je viens de vous dire que les méthodes optiques sont a priori adaptées pour le faire, mais il faut aussi être capable d'atteindre le régime où finalement ces fluctuations quantiques vont se révéler, et dans lequel elles ne vont pas être brouillées par les fluctuations purement thermiques de l'environnement du système mécanique. C'est-à-dire qu'il faut être capable de placer le système mécanique à une température, disons, de vibration qui soit suffisamment faible pour que kBt, T étant cette température de fluctuation, soit plus faible, disons, que l'espacement entre niveaux de cet oscillateur harmonique quantique. Donc il faut que kBt soit inférieur à h bar oméga m. Et là, je vais vous donner un point de vue expérimental sur la chose. Vous allez voir que c'est assez difficile à réaliser. Ça, c'est un système mécanique qui est bien connu des gens qui travaillent dans nos laboratoires, un cantilever AFM oscillant à peu près à 10 kHz. Bien, respecter cette condition pour un cantilever AFM, ça veut dire être capable d'aller à 500 nanokelvin de température, quelque chose qu'on ne sait pas faire par méthode de cryogénie conventionnelle. Si maintenant on monte la fréquence de l'oscillateur mécanique, on va arranger un petit peu les choses. Là, c'est un oscillateur, par exemple, c'est une nanopointe oscillant au mégahertz, mais ça correspondrait toujours dans ce cas du mégahertz à une température de 50 microkelvin, donc encore hors d'atteinte par cryogénie conventionnelle. Même les techniques les plus développées de désaimantation adiabatique ont vraiment du mal à s'approcher de ces régimes-là. Et si on monte encore en fréquence, ici j'ai pris une image par exemple d'un court nanotube de carbone de quelques centaines de nanomètres de long qui oscille au gigahertz. Là, maintenant, ça correspond à une température qu'il faut attendre de 50 millikelvin. Donc là, par contre, des techniques, je ne dirais pas routinières, mais en tout cas commerciales aujourd'hui, de cryogénie à dilution, par exemple, permettent d'espérer aller faire des expériences dans ce régime-là. Alors, il se trouve que les méthodes optiques, en plus de leur capacité à lire des très très faibles déplacements et donc éventuellement à voir les fluctuations quantiques d'un système mécanique, sont également capables de refroidir ce système mécanique. Et donc ça va dans ce contexte apporter un grand bénéfice. Donc c'était l'objet de la leçon aujourd'hui. Donc je vais repasser avec un point de vue un peu différent sur les principes du refroidissement optique. Donc je pense que ça pourra aider d'avoir plusieurs points de vue qui sont évidemment qui se chevauchent par endroits et puis qui sont complémentaires sur d'autres. Donc, le système optomécanique, disons, modèle sur lequel nous travaillons, c'est donc une cavité Fabry-Perot avec un miroir mobile ici, caractérisé cette cavité par un facteur de qualité optique ou une finesse, suivant on va dire le langage qu'on préfère employer, puis un oscillateur mécanique qui a une fréquence, une masse, et puis un facteur de qualité mécanique, donc qui quantifie comment il est couplé à son environnement mécanique. Alors, cette cavité Fabry-Perot, en fonction de la position du miroir arrière X, possède évidemment des résonances Fabry-Perot lorsqu'elle est pompée par un laser monochromatique. Donc ce sont les résonances qu'on voit ici. Et on peut maintenant discuter quelques points de fonctionnement. Donc là, je vais le faire un peu à la main. Par exemple, si on se place sur le flanc droit de cette résonance, ici, donc on place la position du miroir arrière sur ce flanc droit, puis on laisse le miroir arrière fluctuer sous l'effet de ces fluctuations browniennes. Eh bien, lorsque le miroir arrière fait un petit pas sur la gauche à partir de ce point de fonctionnement, ça veut dire qu'on va passer dans une condition d'opération plus proche de la résonance optique de la cavité, c'est-à-dire qu'un plus grand nombre de photons vont être capables de rentrer dans la cavité. En rentrant dans la cavité et en circulant dans cette cavité, ils vont appuyer sur le miroir arrière par le biais, par exemple, d'une force liée à la pression de radiation. Donc ça veut dire que lorsque le miroir est positionné à ce point de fonctionnement, s'il fait un petit pas vers la gauche, eh bien, il va être ramené vers la droite par l'effet des photons. Et donc ça, c'est le mécanisme de feedback qui a été discuté dans le cours. Il se trouve que ce feedback n'est pas instantané. Il opère avec un certain retard dans ce système, tout simplement parce que lorsque le miroir se déplace vers la gauche, il faut un certain temps aux photons pour établir un nouvel état stationnaire dans la cavité. Ce temps qu'il leur faut, c'est typiquement le temps de réponse de la cavité. Donc on a un mécanisme de feedback qui est vraiment directement à l'origine de ce qu'on appelle le ressort optique qui vient d'être discuté dans la leçon ce matin. Mais ce ressort optique est également accompagné d'un effet de retard et donc une force de rappel de type ressort optique donc proportionnelle au déplacement, disons typiquement F égale moins Kx. Si on lui donne un certain retard, eh bien, ça va donner une force qui est cette fois proportionnelle à la vitesse de déplacement du système plutôt qu'à la position. Donc ça veut dire que dans ce système, on a à la fois une force de rappel optique, mais on a également une force
de dissipation optique, une force visqueuse optique qui, elle, est proportionnelle à la vitesse de déplacement du miroir. Et c'est cette force de dissipation qui, dans cette vision assez simplifiée des choses, va donner lieu au freinage du mouvement mécanique, disons, et à l'amortissement de ces fluctuations et donc à son refroidissement. Alors, on peut faire une petite théorie toute classique de ce mécanisme. Comme on l'a discuté aujourd'hui, de toute façon, le mécanisme au départ peut être compris de manière très satisfaisante avec la physique classique. Ça, c'est la vision qu'on avait des choses, disons, il y a quelques années, hein, qui est juste, mais exprimée dans un certain langage. Donc, je vais vous détailler ce que j'ai écrit ici. C'est, disons, une sorte de facteur de mérite de ce processus de refroidissement du mouvement mécanique par le biais de la cavité optique. Et on voit différents facteurs apparaître ici. Alors, je vais les détailler un peu. Alors, tout d'abord, il y a un facteur ici qui est la puissance optique qu'on injecte ici à l'entrée de la cavité. Alors, évidemment, ce mécanisme de refroidissement est assisté par les photons. Donc, plus on amène de photons, plus on va être capable de refroidir, par exemple. Le second facteur que j'ai introduit ici concerne la cavité optique. Donc, il y a L qui est la longueur de la cavité divisée par la longueur d'onde du laser employé, fois un facteur finesse à la puissance 3, donc la finesse de cavité. Donc tout ce terme-là, c'est ce qui concerne la cavité. Et puis j'ai rangé à droite ce qui concerne le système mécanique, avec un facteur gamma m qui est le taux d'amortissement de l'énergie mécanique, et puis la masse du système mécanique ici et la vitesse de la lumière au carré. Donc on voit que grosso modo, pour avoir un refroidissement efficace, si je m'attache, disons, à ce qui est le plus important ici, il faut beaucoup de photons, il faut envoyer beaucoup de lumière. Il faut une grande finesse optique, disons, donc une faible dissipation optique. Là, on retrouve le rôle de la dissipation. Il faut une petite masse, ici, puisqu'elle est au dénominateur, et également un petit taux de dissipation mécanique, puisqu'elle est au dénominateur. D'accord ? Donc, cette expression permet déjà de se faire une première idée sur les paramètres qu'il faut optimiser dans un système optomécanique. J'ai mis également un facteur de normalisation alpha ici, puisque en fait, ces mécanismes optomécaniques ne sont pas nécessairement fondés sur la pression de radiation, mais peuvent également utiliser d'autres types de forces optiques. Par exemple, si les photons circulant dans la cavité sont absorbés par le système mécanique ici, ils peuvent donner lieu à un déplacement thermomécanique du système. Et donc ça, c'est une force effective imprimée par les photons sur le système mécanique, mais qui est plutôt d'origine thermique. C'est une force qui est appelée liée à la pression photothermique. Il existe également dans les semi-conducteurs d'autres types de forces liées à l'absorption de photons. Par exemple, le système mécanique absorbe des photons. Cela crée des porteurs, disons des paires électrons-trous, qui par le biais de potentiels de déformation dans le système semi-conducteur, par exemple, peuvent donner lieu à un déplacement mécanique effectif du système. Donc ça aussi, c'est très efficace. C'est ce que j'ai appelé ici la pression optoélectronique. Donc il n'y a pas que la pression de radiation, il y a vraiment tout un tas de forces qu'un faisceau optique peut exercer sur un système mécanique. Alors, l'électrostriction aussi, qui est fondamentalement plus liée à la pression de radiation. Finalement, c'est jamais qu'une des facettes, disons, des forces pondéromotives. Mais tout à fait. Ouais. Alors, j'ai réécrit ici la même information qu'à gauche, mais maintenant dans un langage, on va dire, un peu plus moderne, puisque ces quelques dernières années, la communauté a un peu évolué et qu'il y a un parallèle intéressant qui s'est fait entre ces systèmes optomécaniques et les systèmes d'électrodynamique en cavité. Et donc, c'est exactement la même information, mais formulée un peu différemment, et je pense que c'est utile de le regarder aussi. Donc, c'est à nouveau une sorte de facteur de mérite pour le refroidissement optomécanique à l'état fondamental quantique. Ici, j'ai fait intervenir le nombre de photons. Donc ça, cette fois, c'est le nombre de photons dans la cavité. Donc c'est un peu lié au P optique que j'avais lié tout à l'heure, sauf que ce nombre de photons est égal au P optique, grosso modo, fois un facteur d'amplification proportionnel à la finesse. J'ai toujours mon facteur alpha de normalisation suivant le type de force que j'utilise. Ensuite, un facteur de qualité optique qui apparaît ici. Donc ça, c'est lié à la cavité et ça concerne la dissipation optique de la cavité. À droite, j'ai rangé ce qui concerne la mécanique, donc j'ai le facteur de qualité mécanique, et puis ici, les fluctuations de point zéro, leur amplitude au carré, donc ça a été également pas mal détaillé dans le cours, donc je ne vais pas revenir dessus, mais l'expression est rappelée ici. Ces fluctuations de point zéro ont tendance à être plus grandes lorsque le système mécanique a une plus petite masse, donc pour les systèmes nanomécaniques, typiquement, ces fluctuations de point zéro peuvent être relativement importantes. Et puis pour lier la mécanique qui est à droite à l'optique qui est à gauche, j'ai ici ce terme GOM, qui est en fait donné par l'écart différentiel de la fréquence de résonance de la cavité optique par rapport à un déplacement infinitésimal dx de l'oscillateur mécanique. Donc j'ai grosso modo l'optique à gauche, la mécanique à droite, et puis ici le couplage optique-mécanique.
Et tout ça est assisté par le nombre de photons que j'arrive à mettre dans la cavité. Donc le message à nouveau ici, c'est qu'il va falloir réduire la dissipation optique, réduire la dissipation mécanique et avoir des systèmes avec un très fort couplage optomécanique. Ça, je vais vous en parler au cours de la présentation. Et puis enfin, il faut être capable de faire rentrer un grand nombre de photons de manière contrôlée dans ce système. Ici, je vais donner une petite image complémentaire qui n'a pas été donnée en cours. Je pense que c'est utile aussi sur ce refroidissement optomécanique. Encore une autre image. Donc, si on part du système de cette cavité Fabry-Perot avec des miroirs mobiles, disons tenus par un ressort, imaginons l'effet d'un petit déplacement des miroirs, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc, soudainement, les miroirs se déplacent un petit peu d'une petite quantité dz. Donc, si je représente z en fonction du temps, on a, disons, tout d'un coup une fonction de Heaviside. Bon, c'est un petit saut soudain de la position des miroirs. Et donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, le nombre de photons dans la cavité va réagir avec un certain retard à ce déplacement soudain du miroir. Donc la force optique, elle aussi, va réagir avec un certain retard à ce déplacement du miroir. Donc plutôt que de suivre cette fonction d'Heaviside, elle va suivre cette fonction courbe, si vous voulez, ici. Donc dans un schéma représentant la force optique en fonction du déplacement du miroir, eh bien, ça veut dire que lorsque j'ai effectué mon saut de position de ici à ici, par exemple, la force, elle, va contourner en fait une droite pour arriver à ce point de fonctionnement ici. Et puis lorsque le miroir effectue un saut de position dans l'autre sens, par exemple sous l'effet de ces fluctuations thermiques, eh bien, à nouveau la force va suivre avec un certain retard qui va donner lieu à cette forme en courbe ici. Donc vous voyez que si vous regardez le travail effectué par la force optique sur le système mécanique dans ce cas-là, par exemple, eh bien, on va avoir la somme du travail, donc c'est l'air sous la courbe ici, moins l'air sous la courbe ici, donc ça va être quelque chose de négatif. Donc là, on est dans le cadre où la force optique, par exemple, dans l'ordre de ces fluctuations, exerce un travail négatif sur le système mécanique. Ça veut dire que le système mécanique perd de l'énergie. En fait, cette énergie, il la donne au champ optique. Évidemment, en passant de l'autre côté de la résonance, la situation est inversée. Ça revient à changer, si vous voulez, le signe du feedback optomécanique. Et donc là, on a un cas où le système mécanique gagne de l'énergie qui lui est fournie par le champ électromagnétique. Si maintenant on se donne une image de ce qui se passe dans le cadre de fluctuations browniennes, bah, évidemment à chaque pas on perd un peu d'énergie. Donc si vous voulez, là c'est une représentation un peu d'une sorte de convergence du système vers un point de fluctuation réduite. Donc ça c'est le cas du cavity cooling par exemple dans cette image-là. Et puis ça serait le cas symétrique que je vais discuter aussi parce que je le trouve très intéressant, qui est le cas où le système électromagnétique fournit de l'énergie au système mécanique et est capable de le faire rentrer notamment dans des régimes d'auto-oscillation, enfin d'oscillation entretenue par les forces optiques, d'oscillation mécanique entretenue par les forces optiques. Ça c'est vraiment une image, disons, du mouvement brownien du système mécanique modifié par l'action mécanique de la lumière et par ce couplage optomécanique. L'autre image qui a été employée, qui est peut-être beaucoup plus rapide, disons, pour expliquer les choses, je la rappelle ici, c'est l'image de ce paysage de fréquences qu'on a vu dans le cours également, où en fait, alors ici la lorentzienne qui est représentée ici par exemple, c'est une résonance de la cavité optique, et puis on a un laser de pompe oméga L qui est placé sur un des flancs de cette résonance optique. Et puis, ces bandes latérales correspondant à l'interaction des photons à cette fréquence-là avec le mouvement mécanique, donc des bandes latérales Stokes et anti-Stokes décalées de la pulsation mécanique par rapport au laser de pompe. Et on voit par exemple dans ce régime que la bande latérale anti-Stokes, ici à haute fréquence, est résonante avec la cavité optique, ce qui veut dire que dans ce point de fonctionnement, les processus élémentaires où un photon absorbe un phonon de l'oscillateur mécanique pour ensuite ressortir de la cavité, sont amplifiés. Donc on a amplifié dans ce point de fonctionnement les situations de processus élémentaires où les photons prennent des phonons à l'oscillateur mécanique. Donc ça mène au refroidissement, et puis évidemment en étant de l'autre côté, on aurait le régime symétrique. Tout ça, c'est très similaire pour ceux qui ont une culture plus venant de la physique atomique au refroidissement Doppler d'un atome. Alors, il y a des similitudes, il y a aussi quelques différences qu'on avait discutées dans un papier là, il y a quelques années, si vous vous intéressez à faire ce parallèle. Et donc, une preuve de principe en fait, du fait que ce refroidissement optomécanique fondé sur le feedback intrinsèque du système optomécanique fonctionne avait été apportée dans une expérience assez simple en 2004, où une fibre optique simple avait été clivée, puis recouverte d'un petit miroir d'or, donc un peu d'or pour en faire un miroir, et positionnée en face d'un cantilever AFM, donc qui joue le rôle de miroir mobile, qu'on a lui aussi recouvert d'or, pour en faire un miroir arrière de cavité. Donc la cavité Fabry-Perot, si vous voulez, là est située entre ces deux miroirs, et puis on injecte de la lumière dedans simplement par le biais du cœur de la fibre optique, donc c'est très simple. Et les résultats qui avaient été obtenus dans ces travaux à l'époque, c'était ce spectre mécanique qu'on voit ici
en rouge. Donc c'est un spectre mécanique de mouvement brownien du cantilever AFM mesuré à 300 Kelvin. Et puis ensuite mesuré dans d'autres conditions d'opération. Donc on a l'impression que le spectre se tasse, donc ça correspond à peu près à une température de fluctuation de l'oscillateur mécanique réduite, vous voyez, à une température effective de 78 K, 36 K puis 18 K. Mais ici, le système mécanique n'a pas du tout été placé dans un cryostat d'une quelconque manière. En fait, la seule différence, c'est qu'on a augmenté l'intensité du faisceau laser de pompe, ce qui a amené à ce refroidissement du système mécanique jusqu'à la température de 18 Kelvin. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme que je viens de détailler avant, fondé sur ce feedback intrinsèque du système optomécanique qui permet de refroidir le système. Dans cette première démonstration de principe, la force optique qui était en jeu ici n'était pas la pression de radiation, mais était justement une force de type photothermique, comme celle que j'ai indiquée tout à l'heure. Et vous voyez, donc tout à l'heure on posait la question de comment ça se fait que ça marche. Bon, oui, on peut se poser la question, mais en effet, les spectres sont là pour montrer qu'on est capable d'extraire suffisamment d'énergie du système par rapport à ce que son environnement lui donne pour qu'en effet on refroidisse effectivement son mouvement avec une grande efficacité. Et je voudrais mentionner également dans le cadre du cours qu'il y avait de très jolis travaux réalisés quelques années auparavant qui utilisaient un feedback cette fois externe, donc une ingénierie d'un feedback externe au système optomécanique pour réaliser le même type de refroidissement avec donc, les différences techniques qui ont déjà été évoquées, qui est le fait que ce n'est pas forcément évident d'arriver aux limites vraiment fondamentales du refroidissement à l'aide d'un feedback externe au système. C'est des travaux réalisés dans l'équipe d'Antoine Heinemann ici à Paris. Nous avons travaillé un petit peu à l'optimisation de ce système de fibres optiques avec un cantilever AFM placé en face, donc en positionnant le cantilever AFM sur un nanopositionneur pour optimiser tous les paramètres. Puis, je vais passer très vite là-dessus, mais grosso modo, nous avons été capables de refroidir ce système de cantilever jusqu'à une température effective de 1 Kelvin et d'étudier un petit peu en détail les limites du refroidissement dans ce système. Et nous avions compris à l'époque que ce système ne nous permettrait pas de nous rapprocher du régime quantique de fonctionnement de ce système mécanique. C'est intéressant d'un point de vue expérimental de regarder un petit peu les paramètres. Donc la masse du cantilever AFM, c'est 10-7 grammes, des facteurs de qualité mécanique de quelques milliers, et dans ces premières expériences, des finesses de cavité très très modestes, quelques dizaines typiquement. Et ce facteur GOM ici, qui est le facteur de couplage optomécanique que j'indiquais précédemment, était de 100 MHz par nanomètre. Alors évidemment, comme ça ne peut pas dire grand-chose à des gens qui ne sont pas dans le domaine, mais vous allez voir après que dans différents systèmes qu'on a étudiés, nous avons fait grandir ce facteur de plusieurs ordres de grandeur. Lorsque on regarde le système non pas du côté du refroidissement, mais du côté où le champ électromagnétique peut donner de l'énergie au mouvement mécanique, eh bien à ce moment-là, on obtient un régime où le mouvement mécanique est auto-entretenu par les forces optiques. C'est ce qu'on représente ici sur ce spectre expérimental, où vous voyez maintenant le mouvement brownien du cantilever qui était en noir ici, tout d'un coup passer dans un régime où il est pompé par l'action mécanique des photons, et donc il acquiert cette largeur extrêmement fine et cette amplitude de déplacement très grande. Donc ça, c'est le régime exactement symétrique au régime de refroidissement optomécanique. Et nous avions à l'époque pu étudier avec ce système un régime totalement non linéaire de fonctionnement de cette self-oscillation que je ne vais peut-être pas détailler aujourd'hui, mais grosso modo, je voudrais indiquer que dans ces systèmes optomécaniques, il y a aussi une riche physique non linéaire à explorer. L'interaction optomécanique, dès le départ, est non linéaire, mais en plus, lorsqu'on pousse à un grand nombre de photons, on commence à avoir de nombreuses multistabilités dans ces systèmes qui ont également été étudiés dans ces travaux. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était intéressant de réduire la masse du système mécanique pour avoir une action des forces optiques plus importantes sur le système mécanique. Donc nous avions fait un effort il y a quelques années pour commencer à réduire la taille de nos micro-miroirs. Donc voilà le plus petit micro-miroir que nous avions pu développer à l'époque, avec un côté, une dimension latérale de 2 micromètres. Ici, il y a un problème dû au logiciel. Donc c'est 2 micromètres ici, avec des masses cette fois qui sont bien réduites de 10-11 grammes et des facteurs de couplage optomécanique toujours dans la gamme des 100 MHz par nanomètre. Lorsque l'on veut réduire la taille du système mécanique encore plus loin, à des dimensions encore plus petites, il faut abandonner cette idée d'utiliser le système mécanique comme un miroir arrière, ce qui était l'idée que nous, opticiens, avions à l'époque. Et donc nous avons développé un autre schéma d'approche où nous utilisons cette fois un résonateur nanomécanique de taille sub-longueur d'onde, donc taille plus petite que la longueur d'onde des photons, que nous insérons directement au sein d'une cavité Fabry-Perot rigide de haute finesse. Donc le système nanomécanique sur lequel nous avons travaillé est cette nanopointe de quelques microns de long. Donc vous voyez le premier mouvement flexural ici, excité dans une expérience de microscopie électronique. Et nous venons positionner ce nanorésonateur mécanique qui est fabriqué au bout d'une pointe AFM, dont on voit l'extrémité ici,
on retrouve la pointe AFM ici, vous voyez, qui pointe entre ces deux fibres optiques. Et au bout de cette pointe AFM, il y a ce système nanomécanique dans l'axe de la pointe AFM que l'on vient insérer exactement au milieu de ces deux fibres optiques dans le cœur d'un mode optique supporté par ces deux fibres optiques en regard. Donc ces deux fibres optiques forment une cavité Fabry-Perot. Elles ont été tout d'abord clivées, puis on a fait un process de fabrication de leur extrémité à l'aide d'un laser CO2 pour faire une surface concave, et puis déposer des miroirs diélectriques de haute qualité sur ces fibres optiques, ce qui crée une cavité Fabry-Perot locale avec un tout petit volume de mode et de très grande finesse. Dans ces premières expériences, nous étions dans les quelques milliers de finesses. Et donc, il y a un mode optique supporté entre ces deux fibres optiques ici, et nous venons placer le résonateur nanomécanique directement au sein de ce mode de cavité. De manière un peu imagée, ça ressemble à ça la situation. Vous avez une onde stationnaire dans la cavité optique et puis ce résonateur nanomécanique qui plonge dans cette cavité optique et qui va venir moduler les photons lors de son mouvement mécanique. Donc, on va retrouver tous les ingrédients, disons, d'un couplage optomécanique, même si le détail microscopique varie un peu. Ici, nous avons mesuré la transmission de la cavité optique en noir en fonction de la position du système nanomécanique le long des nœuds et des ventres de l'onde stationnaire. Et vous voyez que cette transmission est modulée à mesure que le système nanomécanique ici vient toucher, vient chatouiller les nœuds ou les ventres de l'onde stationnaire. En se plaçant dans une position où ce système nanomécanique, lorsqu'il vibre, va moduler la transmission de la cavité, eh bien, on peut lire directement dans le bruit de transmission de la cavité une information sur le mouvement nanomécanique du système. C'est ce qui est fait ici, où c'est un spectre en fait, de fluctuation essentiellement de la transmission de cette cavité optique. Et vous voyez que dans la gamme de 500 kHz ici, ou du mégahertz généralement dans ces expériences, nous voyons des résonances qui correspondent en fait au mouvement brownien de l'oscillateur nanomécanique placé dans la cavité. Donc c'est vraiment un principe, si vous voulez, de détection optique de mouvements nanomécaniques, mais assisté par une cavité. La cavité va piéger les photons pour qu'ils aient le temps de faire plusieurs tours et d'interagir plusieurs fois avec le système nanomécanique. Et on va être capable comme ça de lire avec une très grande sensibilité le mouvement d'un système nanomécanique par voie optique. Donc la sensibilité que nous avions atteinte dans ces premières expériences, de principe, est de quelques dixièmes de picomètres par racine de Hertz. Donc c'est des choses qui ont été un peu améliorées ensuite. Je vais vous montrer un peu des évolutions récentes de ce système. Donc c'est un travail que nous faisons en collaboration aujourd'hui avec l'équipe d'Eva Weig, qui est à l'Université de Munich. Donc pour poursuivre cette activité. Nous avons amélioré très nettement la finesse de la cavité optique qui est maintenant de 40 000 dans la génération actuelle et remplacé ce premier système nanomécanique aux propriétés assez peu contrôlées par des fils suspendus en nitrure de silicium qui sont tels des cordes de guitare, si vous voulez, tendues sous l'effet d'un stress intrinsèque très important qui est produit lors de la croissance du matériau, qui sont donc tendus par-dessus un cadre totalement transparent que vous voyez comme ici. Et ce cadre totalement transparent, nous allons pouvoir l'insérer dans le gap entre ces deux fibres optiques. Donc ces deux fibres optiques sont espacées de 30 micromètres, donc il y a expérimentalement une grosse difficulté à venir effectuer le positionnement de ces cordes de guitare au sein de notre cavité optique. Mais l'avantage de ces fils tendus, c'est que nous avons pu montrer, enfin pas nous en premier d'ailleurs, enfin, il y a eu de nombreux travaux là-dessus, que ces fils sous forte tension présentaient des facteurs de qualité mécanique extrêmement intéressants. Nous les observons également dans ces activités. Ils ont des facteurs de qualité mécanique de l'ordre du million pour des résonances donc dans la gamme de quelques mégahertz pour les résonances mécaniques. Ici, par exemple, c'est une expérience de mesure de temps de déclin de l'énergie mécanique stockée dans le système mécanique. Le taux de couplage optomécanique est toujours un peu similaire, mais donc on a beaucoup réduit maintenant la dissipation optique et la dissipation mécanique. Et ça, ce sont des résultats récents où nous voyons que nous avons énormément gagné en signal sur bruit dans la lecture optique du mouvement nanomécanique. Je ne vais pas détailler plus aujourd'hui ce système, mais il est très, très bien positionné en termes d'ordre de grandeur. Un peu plus original aussi, on a poussé un peu dans la direction des nanotubes de carbone avec ce principe d'une cavité optique avec un faible volume de mode. Nous sommes intéressés à savoir si on pourrait être capable de mesurer directement les fluctuations browniennes de mouvement d'un nanotube de carbone, qui est un système nanomécanique de taille encore plus réduite. Et là, je vais vous montrer quelques premiers résultats où nous avons inséré une membrane, donc c'est une membrane en silicium qui a été trouée. Alors vous voyez que la manière dont elle a été trouée n'est pas très contrôlée, là on est vraiment dans la bidouille expérimentale. Mais nous avons pu, dans ce travail, réaliser la croissance de nanotubes totalement suspendus sur cette membrane. Et cette membrane, la grande difficulté, c'est qu'elle doit être affinée à de très, très faibles épaisseurs pour pouvoir être insérée ensuite dans le gap entre nos deux fibres optiques, donc séparées de 30 microns, je vous le rappelle. Donc vous voyez plusieurs nanotubes suspendus ici, et puis en rouge est imagé ici un peu la position du mode optique
de la cavité que nous allons venir scanner sur cette membrane à nanotubes. Et ça, ce sont de premiers résultats également préliminaires sur ce système, donc où on voit en fait en rouge un spectre donc, optique du mouvement mécanique lorsqu'on excite le système à l'aide d'une excitation piézoélectrique de l'ensemble de la structure. Puis lorsqu'on coupe cette excitation piézoélectrique, on voit le spectre en bleu ici où ne demeure qu'une seule résonance, qui est en fait la résonance du nanotube ici, sur lequel vous voyez le spot rouge, donc qui est attendu dans la gamme de quelques 500-600 kHz, d'après les propriétés du nanotube que nous avons pu explorer par ailleurs par transmission électronique. Donc, ces premières expériences montrent que c'est également possible de réduire beaucoup la taille du système nanomécanique et d'être toujours capable, par voie optique, de venir détecter son mouvement, avec ici 20 dB de rapport signal à bruit. Et on pense qu'il y a de très jolis développements à faire dans cette direction-là. Ici, je présente un peu alors, ce n'est pas complet parce que la communauté a tellement grossi ces derniers temps, mais c'est pour donner un peu une idée de l'ensemble des systèmes optomécaniques qui ont été étudiés ces dernières années. Donc, ça va vraiment de miroirs qui ont une taille d'un centimètre, comme ces miroirs étudiés au MIT, suspendus sur des filins. Si on descend en échelle de taille, on a ces membranes utilisées à Yale en nitrure de silicium. Ici, les travaux de l'équipe de Antoine Heinemann d'il y a quelques années déjà pour ce résonateur-là. Des résonateurs à mode de galerie en silice, les tout petits micro-miroirs dont je parlais tout à l'heure, puis des expériences d'électromécanique où des systèmes nanomécaniques sont couplés à des cavités radiofréquences. Ici, des structures fondées sur des cristaux photoniques en silicium. Donc, c'est des systèmes plutôt du type nanophotonique. Ici, des résonateurs à mode de galerie en silice à nouveau. Ces membranes circulaires radiofréquences. Et puis ici, ces travaux dont nous avons entendu parler ici l'année dernière à l'occasion du séminaire de Andrew Cleland, donc sur ces modes de dilatation explorés par le couplage à un qubit Josephson dans le régime quantique. Alors, si je place un peu tous ces systèmes, alors ce n'est pas totalement exhaustif, mais sur cette espèce de carte où on voit en fonction de la fréquence du résonateur mécanique, et puis ici un état d'occupation moyen. Donc ici, j'ai placé l'état d'occupation moyen n égale 1. Donc n égale 1, c'est cette ligne ici qui sépare la zone claire de la zone hachurée. Et en gros, c'est un peu la limite psychologique sous laquelle pas mal d'équipes ont essayé de passer ces derniers temps, même si elle n'a pas forcément d'assise physique très très claire. Grosso modo, en dessous de n égale 1 comme occupation moyenne, on considère qu'on est assez raisonnablement dans un régime quantique d'opération du système mécanique. Et vous voyez qu'il y a assez peu de points, et c'est des points vraiment tout récents qui arrivent en dessous de n égale 1. Le point le plus marquant est vraiment celui des expériences de Andrew Cleland ici, proche de n égale 0,1. Et il y a deux systèmes sur cette dernière année qui ont réussi par refroidissement optomécanique, donc dans le domaine optique et dans le domaine électromécanique, à passer également sous cette barrière psychologique. L'un de ces systèmes, c'est celui-ci, donc une collaboration entre l'équipe de Konrad Lennert et Ray Simons. Donc, nous avons eu un séminaire plutôt dans le cours cette année. Et puis un autre système qui est ce système nanophotonique fondé sur une structure silicium. Alors, dans la suite de l'exposé, je vais vous parler un peu des choses sur lesquelles nous travaillons, nous, au laboratoire MPQ, qui sont ces résonateurs à mode de galerie en arsénure de gallium, qui ont la propriété de confiner sur un volume d'interaction très petit à la fois un mode optique et un mode mécanique, qui ont des longueurs d'onde un peu similaires, ce qui va donner lieu à un taux de couplage optomécanique absolument record. Alors nous ne sommes pas encore aussi avancés dans les expériences que ces deux exemples que j'ai indiqués ici, mais nous attaquons le problème par le côté haute fréquence. Donc nos résonateurs mécaniques sont placés, j'ai placé 2 points ici, prospectifs. Donc ça, c'est des points correspondant à ce système, dont je vais vous montrer que les fréquences mécaniques en fait, se baladent entre 1 et 3 GHz dans les expériences sur lesquelles nous cherchons à avancer. Alors, un petit peu plus dans le détail. C'est donc un résonateur en arsénure de gallium à mode de galerie. Donc, il fait typiquement 2 micromètres de côté, disons, à peu près 100 nanomètres d'épaisseur. Il est maintenu sur un piédestal en AL-GAS, donc un alliage ternaire. C'est un système à la fois optique et mécanique. Alors, du point de vue optique, il supporte ces fameux modes de galerie qui ont un très beau facteur de qualité optique théorique, et je vais vous montrer que les expériences suivent également là-dessus, et un très petit volume de mode qui est donc sub-longueur d'onde. Donc ce système est capable de confiner très fortement la lumière. Et du point de vue mécanique, il possède également des résonances, qui sont des résonances de type mode de respiration, si vous voulez, où ce disque fait un mouvement de ce type-là.
qui se positionne à très haute fréquence, comme vous le verrez, avec des très petites masses. Je vous rappelle que la masse est importante, c'est important de la réduire, dans la gamme du picogramme. Et enfin, le matériau que nous utilisons est un matériau épitaxié de très très haute qualité structurelle, cristalline. Donc on peut s'attendre à une faible dissipation mécanique, pour peu qu'on sache s'en servir correctement. Et je vais vous montrer que c'est également le cas. Donc pour réaliser des expériences d'optique sur un tel système, on utilise des bus de couplage à l'aide de fibres optiques ou de bus semi-conducteurs optiques pour amener les photons dans la cavité à mode de galerie. Je voudrais faire une petite comparaison avec un autre système sur lequel il y a eu beaucoup de travaux en optomécanique ces dernières années, un système développé au Caltech, qui est un résonateur à mode de galerie en silice, donc fonctionnant également avec des modes de respiration mécanique. Et donc c'est un système dont les dimensions typiques sont de quelques dizaines ou jusqu'à la centaine de micromètres de largeur et une épaisseur qui est de quelques micromètres. Donc si je positionne notre système ici en une version élargie, voilà à quoi ça ressemble à la même échelle, mais si je le mets à l'échelle réelle, vous allez voir que c'est très différent. Le système est très très petit par rapport à ces résonateurs en silice, ce qui induit une capacité à faire converger l'énergie mécanique et optique sur un volume d'interaction beaucoup plus faible, ce qui va mener à des taux de couplage optomécanique beaucoup plus forts. Et puis cette petite taille va aussi se traduire par des fréquences mécaniques beaucoup plus élevées. Donc on se positionne dans un endroit de l'espace des paramètres, si vous voulez, très différent. La dernière différence étant évidemment la qualité cristalline du matériau qui est utilisé, qui n'est pas un matériau amorphe. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Nous avons développé au laboratoire une technique de fibre optique effilée pour étudier d'abord ces résonateurs optomécaniques. Donc on place une fibre optique dans ce cube blanc qui est un four thermoélectrique. Donc on fait passer du courant, ça chauffe. Lorsque ça chauffe assez, la silice transite vers un état vitreux. On peut tirer dessus comme sur un chewing-gum et on obtient donc des fibres optiques effilées avec un diamètre de fibre optique centrale inférieur au micromètre et de très haute taux de transmission. Donc là, on a vraiment pas mal amélioré notre technique. Maintenant, on est capable, avec une reproductibilité très poussée, d'avoir des très bons effilages de fibres optiques. Et donc cette fibre optique est placée dans le champ évanescent d'une structure à mode de galerie comme ceci. Donc on la reconnaît sur cette photo. Puis vue du dessus, vous avez la fibre optique placée dans la proximité du mode de galerie. Et lorsqu'on réalise la spectroscopie optique tout d'abord de ce système, eh bien, on va avoir des résonances très fines qui correspondent aux résonances de mode de galerie dans le domaine optique, avec des largeurs dans la gamme de quelques picomètres, ce qui correspond à des facteurs de qualité qui sont dans les quelques 10 puissance 5. Donc actuellement, le plus haut facteur de qualité optique que nous ayons mesuré, c'est 5 10 puissance 5, ce qui est à l'état de l'art sur ce système. Mais nous sommes en train d'essayer d'améliorer ça, et je vous en parlerai à la fin. Nous sommes capables, en variant la distance entre la fibre optique effilée et le résonateur à mode de galerie, de faire varier le taux de couplage évanescent entre ces deux systèmes et donc, comme ça, d'ajuster la manière dont on injecte des photons dans le résonateur à mode de galerie. Et donc, j'ai dit au départ que c'était important d'être capable de mettre beaucoup de photons dans la cavité. Et donc, ça nécessite vraiment de contrôler cette condition qu'on appelle condition de couplage critique, que nous contrôlons dans ces expériences de manière fine à l'aide du déplacement du bus de couplage. Non, dans la silice, c'est meilleur parce que les effets de surface, en fait, le rapport surface à volume est différent. Donc, ils sont moins perturbés par les effets de surface. Donc, ils sont plutôt dans les 10 puissance 7 dans les expériences typiques. Nous, plutôt dans les 10 puissance 5. Donc, lorsqu'on réalise la spectroscopie de ce système optique, je vous montre un petit effet en passant. Donc, lorsqu'on scanne la longueur d'onde du laser sur une résonance optique, donc là, qui est un peu tordue par un effet thermo-optique que je ne vais pas discuter, il se produit quelque chose d'assez étonnant, c'est que est-ce que je vais y arriver là? Voilà. C'est que la fibre optique est attirée vers le résonateur à mode de galerie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en injectant des photons dans le résonateur à mode de galerie, on crée un champ électrique qui grandit dans ce mode de galerie et qui va venir polariser la fibre en silice que nous avons placée dans le champ évanescent. Et donc, par le biais d'une force dipolaire, la fibre va être attirée. Donc, c'est une force optique très faible, mais si vous voulez, qui est amplifiée ici par la résonance du mode de galerie. Donc, pour montrer qu'à cette échelle-là, on observe assez naturellement des phénomènes optomécaniques déjà, là, entre le mouvement mécanique d'une fibre et le résonateur à mode de galerie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt le couplage entre le mouvement mécanique du disque lui-même et le mode de galerie supporté par le disque. Et c'est ça qu'on va utiliser par le même principe que tout à l'heure, dans des premières expériences, en regardant le bruit de la transmission optique du système. Donc ça, ce sont des spectres de bruit de transmission optique du système. Alors vous voyez que c'est dans une gamme de fréquences de 200 MHz jusqu'au gigahertz à peu près, et puis on voit des résonances. Et alors les résonances qu'on voit, ce sont des résonances cette fois mécaniques,
qui sont venus s'imprimer dans le bruit de la transmission optique du système par le biais du couplage optomécanique. Si vous voulez, le système vibre, il imprime cette vibration sur le faisceau optique et nous lisons les fluctuations de ce faisceau optique. Ces résonances mécaniques, ici, vous voyez, s'étalent donc dans cette gamme de quelques centaines de mégahertz dans ces premières expériences. Ce qui est intéressant de noter, c'est la sensibilité de ces mesures optiques du mouvement mécanique, ici, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 17 mètres par racine de hertz. Donc vous voyez qu'on commence à se rapprocher un petit peu des valeurs dont je parlais au départ pour les grands interféromètres. Et cette valeur très poussée de la sensibilité, elle est vraiment le produit du fait qu'on a un très fort couplage entre le mouvement mécanique et l'optique dans ce système, et puis que par ailleurs, on a un facteur de qualité optique très important qui rend très sensible la mesure interférométrique. Les facteurs de qualité mécanique mesurés ici sont au mieux dans la gamme des quelques milliers. Ce sont des expériences réalisées dans l'air, dans ces premières expériences. Ce qui nous amène déjà à des facteurs Q fois F, donc le facteur de qualité mécanique fois la fréquence, qui touche les 10 puissance 12 alors que le système vibre dans l'air. Ça également, ça a été abordé dans le cours. C'est déjà une très bonne valeur pour un système vibrant dans l'air et on est actuellement en train de travailler pour améliorer ces choses-là. Le couplage optomécanique observé dans ces premières expériences était dans la gamme de 100 à 600 GHz par nanomètre. Donc si vous vous rappelez les slides précédents où je vous parlais de typiquement des dizaines ou des centaines de mégahertz par nanomètre, on a énormément amélioré le couplage optomécanique et c'est vraiment le produit du fait d'avoir confiné le photon et le phonon dans ce petit volume d'interaction matérialisé par le disque. Il existe des règles de sélection dans ces mécanismes optomécaniques. Je vais passer très rapidement dessus, mais grosso modo, comme le disque a une symétrie évidente d'invariance par rotation, cette symétrie impacte ses modes optiques et ses modes mécaniques. Et donc, lorsqu'on couple l'un avec l'autre, évidemment, ça va donner lieu à des règles de sélection optomécanique que nous avons étudiées et observées. Et grosso modo, ce qui se passe dans ce système, c'est que les modes mécaniques à plus forte symétrie, donc ceux qui ont une invariance par rotation de leur profil de déplacement, comme celui-ci par exemple, vous voyez ici, sont ceux qui apparaissent avec le plus haut facteur de couplage optomécanique. Donc là, nous avons suivi différents de ces modes mécaniques, différents modes mécaniques de cette structure, représentés ici par des simulations numériques en fonction de la taille du disque. Une seconde série d'expériences nous a amené vers des disques de taille encore plus réduite avec un rayon de 1 micromètre. Et là, les fréquences mécaniques montent encore plus. Donc là, nous sommes dans la gamme des fréquences mécaniques de 1,5 GHz, pourtant toujours avec la même sensibilité optique au déplacement, 10 puissance moins 17 mètres par racine de Hertz, qui dans ce système ici nous amène à quelques dizaines de l'imprécision de la limite quantique standard dans ce système, dans des expériences qui sont réalisées pourtant dans des conditions ambiantes, c'est-à-dire pression ambiante, température ambiante. Et le taux de couplage optomécanique ici atteint 600 GHz par nanomètre, il a même été un peu amélioré récemment, ce qui correspond à un couplage optomécanique du vide, que je définis ici comme étant le produit de ce GOM fois l'amplitude de fluctuation du mouvement de point zéro, de 1 MHz. Donc ça, c'est ce qui, dans le cours, a été noté G3, si je ne m'abuse. Donc le G0 ici donc, est vraiment le couplage du vide optomécanique. Donc ça place ce système vraiment au tout meilleur niveau de couplage optomécanique sur les différents systèmes qui sont regardés actuellement sur la planète. En fait, on est vraiment dans un mouchoir de poche avec les résultats de cette équipe au Caltech qui utilise des structures à cristaux photoniques sur silicium qui ont le même type de couplage. En fait, leurs paramètres et les nôtres sont très similaires. Je voudrais noter ici que les facteurs Q fois F sont toujours relativement élevés sur ces systèmes gigahertz, alors que nous sommes en train d'opérer à température et pression ambiante. Donc nous avons essayé d'étudier un petit peu plus précisément la dissipation mécanique dans ces systèmes. Donc une première chose qui nous intéresse, c'est comment ces systèmes perdent leur énergie déjà lorsqu'ils vibrent dans l'air ou dans un fluide, parce que nous avons une partie de nos activités qui nous mène aussi vers ces conditions d'opération, au-delà des questions plus fondamentales liées aux effets quantiques. Donc nous avons mené une étude en fait en faisant vibrer ces disques. Donc ça c'est un disque de ce type-là qu'on fait vibrer ici en l'excitant avec une plaquette piézoélectrique et c'est observé directement au sein d'un microscope électronique à balayage. Et nous avons mené une modélisation analytique de ces disques fondée sur la théorie de l'élasticité qui permet, en approximant ces disques par des plaques annulaires montées sur des piédestals rigides, de tirer des formules analytiques, ou presque, disons, pour la fréquence mécanique de ces systèmes. Et nous avons testé ces formules analytiques avec un niveau d'accord assez satisfaisant. Et cette approche analytique nous a permis d'aller une étape plus loin en construisant un modèle où l'on accroche des sphères de Stokes virtuelles sur ce système mécanique pour essayer de comprendre comment il s'amortit lorsqu'il vibre dans l'air. Donc le problème, de manière générale, est très complexe puisqu'il mène de la mécanique avec de l'hydrodynamique, mais en simplifiant les choses et en considérant qu'on peut attacher des sphères de Stokes virtuelles, on se ramène à un des rares problèmes d'hydrodynamique qu'on sait résoudre de manière exacte.
Et il se trouve que ça permet de tirer un modèle analytique qui marche de manière tout à fait satisfaisante avec les expériences, c'est-à-dire que ça nous permet de reproduire les facteurs de qualité mécanique de vibration dans l'air effectivement observés. Donc, on comprend un peu mieux aujourd'hui l'interaction déjà de ces systèmes mécaniques avec un fluide environnant, fût-ce de l'air ou un liquide. On a également développé des techniques pour modéliser maintenant comment ce système mécanique, lorsqu'il vibre, perd de son énergie acoustique par couplage avec le substrat sur lequel il est monté. Et ça, ce sont des techniques purement numériques que nous avons développées, fondées sur les éléments finis. Ici, j'ai représenté un tel disque. Donc, il fait 3 micromètres. Vous voyez, l'ensemble de cette case fait 3 micromètres. Donc, si c'est zoomé en fait, sur cette partie-là, donc là, on ne le voit pas, puisque maintenant, c'est monté sur un gros morceau de substrat qui, lui, fait 1 cm. Et on fait vibrer dans nos expériences numériques, disons, ici, ce système, et on regarde les ondes acoustiques qui sont produites par ce système dans le substrat, et qui vont être ensuite absorbées par des couches limites absorbantes que nous plaçons dans nos simulations numériques. Et ça nous permet, si vous voulez, de modéliser quelle est la dissipation du système mécanique liée à son ancrage au substrat. Et pour les modes gigahertz qui nous intéressent, suivant les détails de la forme du piédestal, on arrive sans trop de complications à des facteurs de qualité dans la gamme des quelques dizaines, quelques centaines de milliers, ce qui crée des facteurs Q fois F entre 10 puissance 13 et 10 puissance 14, sans optimisation particulière. Alors, nous ne les avons pas encore mesurés, parce que pour mesurer ces choses-là, il faut faire des expériences sous vide que nous sommes en train de faire et avec une géométrie de piédestal un peu contrôlée, mais c'est typiquement ce vers quoi on devrait tendre sans effort énorme, je pense, en tout cas la gamme des 10 puissance 13. Dans la littérature, les meilleurs résultats publiés sont de la vieille littérature en fait, sur des oscillateurs quartz réalisés par des scientifiques russes dans les années 70 avec une valeur de Q fois F à 10 puissance 15 pour des oscillateurs quartz placés à un environnement de 2 Kelvin. Et donc il y a quelques résultats récents également qui reproduisent un peu ce type de valeur sur des oscillateurs en quartz, donc un papier qui a été mentionné dans le premier cours de physique mésoscopique cette année. Nous avons également développé des versions intégrées de ces systèmes en remplaçant les fibres optiques effilées par des guides de couplage suspendus en GAS dans l'environnement de ces disques GAS. Donc vous voyez ici des guides GAS effilés. On en voit plusieurs ici intégrés en parallèle à côté des résonateurs à mode de galerie. Ça nous donne une plus grande stabilité mécanique et nous permet d'envisager d'aller vers des choses plus applicatives dans nos études. Je passerai rapidement sur ce slide, mais grosso modo pour dire que nous contrôlons également le couplage critique dans ce système guide suspendu GAS avec un résonateur à mode de galerie. Et ces évolutions nous ont permis de regarder maintenant des premiers effets dynamiques dans ces systèmes optomécaniques. Et avant de parler de refroidissement optique de ce système, je voudrais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on utilise l'autre signe de l'interaction de couplage optomécanique, donc, où cette fois le champ électromagnétique va venir pomper le mouvement mécanique du système. Ça, en noir ici, c'est un spectre de mouvement brownien d'un de nos résonateurs mécaniques. Et puis ces différents spectres sont obtenus pour des intensités lumineuses croissantes, et vous voyez que l'amplitude du mouvement brownien croît avant de passer à un régime un peu comme un laser où tout d'un coup le mouvement mécanique s'affine énormément et prend une grande amplitude. Donc ça c'est vraiment très équivalent finalement à un laser à phonon pour ceux qui préfèrent le voir dans ce langage-là. Et donc c'est exactement ce que je vous avais montré tout à l'heure déjà sur un cantilever AFM, mais là nous l'obtenons ici à plus bas seuil et à des fréquences mécaniques maintenant qui peuvent se rapprocher du gigahertz. Alors, ce n'est pas la seule chose que nous observons lorsqu'on commence à faire interagir fortement l'optique et la mécanique. Nous observons également, alors je vais passer rapidement là-dessus, nous observons également des harmoniques à plus haute fréquence du système mécanique. Donc ici, c'est à 200 MHz, c'est le mouvement mécanique que je vous ai montré à l'instant. Et puis lorsqu'il atteint un régime de grande amplitude entretenu par les photons, eh bien, on voit des harmoniques se créer. Ces harmoniques sont vraiment la signature à nouveau de ce couplage optomécanique non linéaire qui a été évoqué plusieurs fois. Et le couplage optomécanique, dans ce système où l'optique et la mécanique se parlent très fortement, peut prendre également d'autres allures. Et là, je vous montre des résultats de couplage fort optomécanique obtenus dans notre système. Donc, en bas, c'est à nouveau le mouvement mécanique de ce disque GAS, ici sur un disque un peu différent, donc à 400 MHz de fréquence dans ces expériences. Et ensuite, ces différents spectres sont acquis pour des décalages du laser de pompe à la cavité optique différents, ce qui va se traduire par un nombre de photons dans la cavité différent. Et vous voyez qu'en augmentant le nombre de photons dans la cavité, on voit un épaulement ici apparaître qui prend progressivement de l'amplitude.
Et lorsque le nombre de photons grandit, cet épaulement va devenir une autre résonance totalement équilibrée avec la première, avec un anticroisement qui est assez typique du régime de couplage fort. Alors je ne vais pas détailler ces résultats aujourd'hui, mais je voudrais simplement indiquer que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de définir de nouveaux modes propres finalement pour le système couplé optique-mécanique. On est dans un régime où le couplage optomécanique est en train de prendre le dessus sur la dissipation des sous-systèmes couplés. Et donc, on redéfinit comme ceci les nouveaux modes propres de notre système, et ça a une trace expérimentale qui ici est ce splitting de modes observé dans le spectre mécanique, en quelque sorte, mais il ne s'agit plus vraiment d'un spectre mécanique, il s'agit d'un spectre vraiment mécanique et optique totalement hybride. Je voudrais mentionner que ces résultats de couplage fort optomécanique couplent un oscillateur optique, disons, à très haute fréquence, à un oscillateur mécanique, donc des oscillateurs de fréquences totalement différentes. Donc on est un peu éloigné de l'image usuelle en électrodynamique en cavité avec un atome résonnant avec une cavité. Et des résultats similaires ont déjà été observés sur 3 systèmes optomécaniques, à l'équipe de l'Université de Vienne, l'équipe de Konrad Lennert dans un système électromécanique et tout récemment dans les résonateurs toroïdes en silice. Alors ce qui se passe ici, c'est que notre G0, notre couplage optomécanique du vide, est tellement grand que finalement nous rentrons très aisément dans ce régime, à un nombre de photons qui n'est pas absolument colossal. Nous sommes en train de réaliser des expériences sous vide dans un cryostat actuellement, donc je n'ai pas encore les résultats à vous montrer, mais je vais vous montrer un peu les perspectives. Donc, je rappelle que dans le régime, on va dire, le plus classique du refroidissement optomécanique par pression de radiation, il y a cette distinction entre la limite de mauvaise cavité, mais ce n'est peut-être pas le bon terme, et la limite de bonne cavité. Ce n'est pas que la cavité soit mauvaise ou bonne, mais c'est mauvaise ou bonne en comparaison de quoi ? En fait, c'est suffisamment bonne ou mauvaise, disons, pour résoudre les bandes latérales. Donc on peut appeler aussi ces différents régimes de bandes latérales résolues ou non résolues. La théorie quantique du refroidissement par pression de radiation prévoit qu'il faut être dans le régime de bande résolue pour pouvoir espérer se rapprocher arbitrairement proche du régime quantique, de l'état fondamental quantique du système mécanique. Donc cela nécessite d'avoir une pulsation mécanique qui est supérieure au taux de dissipation de la cavité. Et dans notre système, c'est quelque chose que l'on peut atteindre avec l'état de l'art que nous maîtrisons actuellement, avec des fréquences à 2 GHz. Ça devrait nous placer dans un régime de bande résolue avec un facteur 5 sensiblement. Et ici, la très haute fréquence mécanique de notre système est avantageuse puisque nous visons des expériences à l'hélium liquide à une température de 4 Kelvin. Ça nous permet déjà de partir d'un facteur d'occupation très bas, de 40 phonons dans l'oscillateur mécanique, donc assez modeste comme facteur pour être refroidi aisément sous cette limite de n égale 1. Avec nos chiffres, la théorie quantique des choses prévoit un facteur d'occupation inférieur à 1 centième. Et donc nous sommes en train de réaliser des expériences liées à ces prospectives. Donc pour l'instant, c'est au stade, disons, de la discussion. Je voudrais mentionner, au début de la présentation, j'ai parlé d'autres types de forces optiques que celles liées à la pression de radiation. Ces forces photothermiques et ces forces optoélectroniques, elles sont de nature microscopique différente et donc elles donnent lieu à des limites complètement différentes en termes de refroidissement. Donc, je n'ai pas le temps de passer par les détails de tout ça, mais différents travaux théoriques se sont intéressés récemment à savoir comment on pouvait utiliser ces forces également pour, par exemple, refroidir le système mécanique dans son état fondamental en butant sur d'autres limites en termes de bruit de la force optique utilisée et donc sur d'autres limites techniques. Et il semblerait qu'il y ait des régimes intéressants qui ne nécessitent pas d'être dans le régime de bande latérale résolue, utilisant ces autres types de forces, notamment une force optoélectronique qui a été étudiée récemment dans des expériences au Japon et par un groupe au Danemark. Donc je vous renvoie à ces travaux théoriques si vous êtes intéressés, qui étudient différentes situations où un système optomécanique est couplé à des canaux de perte extérieure, et il se trouve que ce n'est pas forcément délétère, au contraire ça peut donner un bouton de plus à régler pour éventuellement atteindre d'autres régimes optomécaniques plus utiles dans les expériences. Je vais conclure ici pour vous dire que la direction dans laquelle on va maintenant concerne, en tout cas pour la partie disons, la plus fondamentale de nos activités, le couplage d'un quantum dot, d'un atome artificiel à notre système optomécanique. Il se trouve que ces résonateurs à mode de galerie GAS ont démontré il y a quelques années leur capacité à être couplés fortement également à un atome artificiel émetteur de photons placé dans la cavité. Donc si vous voulez, on contrôle déjà le couplage d'un atome artificiel à la cavité optique dans ce système, c'est déjà fait. Comme je vous l'ai montré aujourd'hui, nous avons démontré le couplage fort d'un oscillateur mécanique à cette cavité. Donc on est assez naturellement tenté d'essayer de combiner ces choses-là, c'est-à-dire l'électrodynamique quantique en cavité à l'état solide avec de l'optomécanique sur semi-conducteur,
pour essayer de voir comment on peut utiliser cet atome artificiel pour piloter et contrôler ce système mécanique par le biais des photons, ou également voir comment cet atome artificiel peut être utilisé pour ajuster, si vous voulez, modifier les interactions optomécaniques. Et donc pour ceci, il faut qu'on travaille encore. On peut déjà faire un grand nombre de choses avec les paramètres qu'on a, mais on est en train de travailler pour essayer de réduire encore la dissipation mécanique dans notre système, dont on pense qu'elle pourrait être beaucoup plus faible expérimentalement. Et je vais conclure par ça, c'est une touche expérimentale, mais je trouve qu'elle est assez sympathique à voir. Ça, c'est une photo microscopie électronique à balayage à très haute résolution de la surface de nos résonateurs à mode de galerie. Donc, vous voyez qu'ils sont extrêmement propres, très lisses, donc en fait, on ne résout pas de rugosité à cette échelle-là. Or, la rugosité est la première chose à laquelle on s'est attaqué, à laquelle on a pensé lorsqu'on s'est posé la question de savoir comment améliorer les facteurs de qualité optique de nos systèmes. Donc, pour étudier cette rugosité plus en détail, il faut abandonner cette technique-là, et nous avons pu interagir récemment avec une équipe du laboratoire spécialisée en microscopie électronique à transmission, qui vient de se doter d'un appareil de dernière génération avec une très haute résolution. Et voici ce que nous avons pu réussir à faire, c'est vraiment étudier directement la surface, donc si vous voulez, les bords de nos résonateurs en GAS. Donc là, ce que vous voyez maintenant, c'est la matrice de GAS, c'est vraiment les atomes ici. Ici, c'est le vide, ou l'air environnant, disons. Et puis, ici, vous voyez qu'il y a une interface amorphe, dont on aurait pu penser que c'est ce qu'on appelle usuellement l'oxyde natif, sans forcément trop savoir ce qu'il y a dedans. En fait, nous avons commencé à l'étudier un petit peu chimiquement par des méthodes de perte d'électrons. Ça n'a pas l'air d'être exactement une partie oxydée, mais c'est en tout cas une partie amorphe de semi-conducteur. Cette étude à haute résolution nous a permis de mettre des chiffres sur vraiment la rugosité de nos systèmes. Donc ça, c'est l'amplitude, par exemple, de rugosité moyenne de notre interface ici, 0,15 nanomètres. Donc vous voyez que c'est en fait inférieur en moyenne à la distance entre deux atomes. Donc on est vraiment, d'un point de vue statistique, au niveau où les marches atomiques limitent notre rugosité. Donc on était très surpris de voir ça. Au moins on s'est dit qu'on n'avait rien de plus à faire à ce stade-là. Donc les techniques de nanofabrication que nous utilisons sont vraiment très bonnes. La longueur de corrélation de cette rugosité est inférieure au nanomètre, ce qui veut dire qu'il n'y a quasiment pas de mémoire de la rugosité avec elle-même. Et nous avons des modèles assez bien contrôlés, je pense, qui nous permettent de mettre des chiffres à partir de cette évaluation et qui devraient nous amener à des facteurs de qualité optique dans les 10 puissance 7 à 10 puissance 9. Donc c'est normalement ce à quoi nous pourrions nous attendre dans ce système. Or, ce n'est pas ce que nous observons, et donc nous sommes en train d'étudier le rôle de cette surface, de cette interface dans la dissipation optique, et elle joue un rôle clé en fait. Et donc je voudrais terminer avec ce message-là, c'est que finalement dans ces systèmes nanophotoniques, qui sont très utiles pour booster les fréquences mécaniques, le couplage optomécanique, ils ont également une faible dissipation optique, et ils nous placent avec un jeu de paramètres très prometteur. Par contre, il faut vraiment, à cette échelle-là, être capable de maîtriser son système à un degré de raffinement assez poussé, et notamment de travailler sur les surfaces. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire, et on pense qu'on a des bonnes voies de solutions a priori pour améliorer les choses. Mais voilà, à cette échelle, disons, de la nano-optomécanique, il faut développer aussi de nouvelles techniques de contrôle sur les systèmes, vraiment à l'échelle moléculaire. Voilà, et je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention, et merci encore. Merci beaucoup pour cette très belle